monde, voilà, je m'appelle Marina, j'ai 31 ans, j'habite en Suisse. Aujourd'hui, j'aimerais parler à propos du syndrome de fasciculation bénigne. Je voudrais en parler pour partager mon expérience, ma douleur, et aussi surtout pour aider en fait les gens qui se sont retrouvés dans une situation où ils se sont sentis seuls, comme je l'ai vraiment été. Et où j'ai multiplié les rencontres avec des médecins et sans que personne vraiment ne m'aide. Et je sais combien c'est très dur de pouvoir faire face à ce syndrome, surtout quand il est fort, comme c'était mon cas, sans que personne nous donne des réponses claires. Parce qu'on nous dit un syndrome de fasciculation bénigne, voilà, c'est une hyper-excitabilité des nerfs et des muscles. Mais ça peut être beaucoup de raisons différentes et il y a beaucoup d'examens à passer avant de pouvoir vraiment mettre le diagnostic de syndrome de fasciculation bénigne. Donc qu'est-ce que c'est justement ce syndrome de fasciculation bénigne? Donc c'est effectivement une hyper-excitabilité des nerfs et des muscles. Après avoir fait l'écartement de plusieurs maladies, on peut mettre donc ce diagnostic. Le plus souvent, c'est vraiment une cause inconnue. Donc, on ne sait pas de quoi ça vient, mais on peut penser à plusieurs raisons, comme par exemple une carence en magnésium, une forte carence en magnésium, une carence d'autres vitamines. Ça peut être aussi des effets secondaires de médicaments. Ça, il faut voir avec votre médecin parce qu'en principe, ce genre de choses, ils savent. Ça peut être un manque de calcium, ça peut venir de l'anxiété. Il y a des gens qui ont vraiment une forte anxiété, donc ça, ils ont vu qu'en réduisant l'anxiété, on pouvait avoir nos fasciculations qui partaient. Ça peut être une cause de dépression. Et ça peut être, je vais vous donner aussi des exemples. Dans mon cas, par exemple, c'est devenu après une longue période de stress. C'est vrai que j'ai accouché droit après mon accouchement, j'ai commencé à avoir ces symptômes. Après un déménagement, j'ai dû faire face toute seule à un grand déménagement. Mon mari travaillait, il rentrait trop tard le soir, et avec un bébé. Moi, c'est arrivé gentiment après ce déménagement, et c'était vraiment une grosse période d'anxiété, de stress. Et tous mes symptômes sont apparus à la suite de ce stress de longue durée. Et par exemple, je discutais avec un neurologue l'autre jour, il disait, parce que lui, donc ce neurologue, spécialiste justement en maladies musculaires, mais surtout pour ce genre de choses, elle me disait qu'elle voyait 2 personnes nouvelles par mois qui avaient ce diagnostic de syndrome fasciculation bénigne. Et elle expliquait que par exemple, il y avait un monsieur qui avait aidé lors de la fête des vignerons ici en Suisse, à Vevey. Il avait fait beaucoup d'activités physiques au soleil, il avait porté beaucoup de charges lourdes et c'était venu après cet effort, ce gros effort, il avait beaucoup de fasciculations partout. Ou une athlète qui faisait beaucoup de sport à haut niveau, elle avait aussi ce syndrome de fasciculation bénigne, c'est venu avec le sport. Si on lit sur internet, on peut aussi trouver des causes d'infection virale. Évidemment, on peut trouver aussi que ce serait le début d'une sclérose en plaques ou pire, une maladie de Charcot. Ça, la maladie de Charcot, on peut facilement je sais qu'on a tendance à flipper par rapport à ça, mais on peut facilement l'enlever. Parce que si vous discutez vraiment avec des gens qui ont des maladies de Charcot, ça commence pas par des fourmillements, des fasciculations. Ça commence tout d'un coup, il y a une jambe qui lâche, un bras qui lâche, tout d'un coup un manque de force. On arrive vraiment à distinguer du syndrome de fasciculation bénigne et de maladie de Charcot. Donc, je sais que souvent les gens qui ont ce symptôme de fasciculation bénigne, qu'en France on appelle souvent spasmophilie, on a tendance à vite angoisser. D'ailleurs, il faut bien faire attention que cette angoisse, souvent, elle est aussi liée aux symptômes qu'on a, et pas forcément c'est l'angoisse qui nous fait venir à ces symptômes.
Je le précise parce que moi, tous les médecins que j'ai vus, je vais vous expliquer un peu mon parcours, mais tous les médecins que j'ai vus, la première chose qu'ils m'ont dit, ah mais vous êtes une personne angoissée. Alors, donc, je suis arrivée avec mes symptômes chez le médecin, évidemment que tout d'un coup, d'avoir tous les symptômes que j'avais, oui, je suis angoissée par mes symptômes, oui, c'est normal à mon avis. Donc les gens, ils veulent tout de suite mettre sur le stress. Voilà, je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. Mais ça peut être aussi une grosse période de stress, hein. Ça c'est tout à fait possible. Alors, quand c'est que mes symptômes sont apparus? Donc moi, ça fait exactement une année maintenant que mes symptômes ont commencé. Ils ont commencé la nuit, progressivement. Donc moi, c'est même pas venu la journée, donc ça peut pas dire que c'est venu une période, c'est même pas venu avec le stress, vous voyez, c'est pas moi qui me crée mes symptômes, c'est que la nuit, tout d'un coup, je me réveillais, j'avais le bras qui était engourdi, ou la main qui était engourdie, alors je dormais tout à fait... Enfin, mon médecin m'a dit, vous avez problème du canal carpien. J'ai eu tous les diagnostics du monde avant d'avoir celui-ci en particulier. Parce qu'elle disait que je devais dormir sur mon bras. Mais non, je savais très bien. Je me réveillais, j'ai dit, mais c'est bizarre. Pourquoi ma main est endormie alors que je suis sur mon dos, mon bras à côté de moi, aucune pression dessus. Je ne comprenais pas. Mais je sentais qu'il y avait un problème. Donc moi, c'est venu progressivement la nuit. Et donc justement, après un déménagement, une grosse période de stress et d'anxiété, c'est vrai que j'avais une anxiété à cette époque-là que j'arrivais pas à mettre une raison. J'avais pas de raison d'être anxieuse. Alors oui, un déménagement, c'est stressant, mais j'ai vécu des choses beaucoup plus dures dans ma vie qu'un déménagement. Enfin, j'arrivais pas à dire, mais il y avait quelque chose qui était pas normal. C'était anxieuse comme je n'avais jamais été. Et des forts maux de tête à l'époque aussi. Alors, donc comment ont commencé mes symptômes? Donc par les engourdissements. Ensuite, j'avais des fourmillements durant la journée, d'abord dans un bras, après dans l'autre, après les jambes, la gauche, la droite. J'avais tout mon corps qui fourmillait et j'avais vraiment des gros fourmillements. Et là, j'ai pas compris. Là, j'ai vraiment eu peur. Donc, alors évidemment, mon médecin, il a pensé à la sclérose en plaques. C'est souvent en cause d'une sclérose en plaques. Mais ils m'ont fait un IRM, ils ont vu que j'avais rien. Puis tout d'un coup, j'avais fasciculation de mon bras. Ça bougeait beaucoup, hein. J'étais vraiment électrique. J'étais devenue très électrique. Et ça faisait rire les gens autour de moi. Ils me disaient, mais il faut te détendre, c'est le stress, t'es complètement stressée, ma pauvre. Alors évidemment qu'ils me voyaient stressée, mais les symptômes pouvaient me faire stresser, je pense. Et là, j'étais au bout de ma vie. Donc, je passais mes journées à être sur le canapé. Je n'osais même plus me lever. J'avais aussi du vertige. Enfin, tout mon système nerveux déconnait complètement. Juste voir si ça filme bien, cette histoire. Ouais, c'est bon, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc après j'avais donc ces fasciculations là, tressautement musculaire, myochymie, je crois qu'ils appellent dans le jargon neurologique. J'avais tout d'un coup, je marchais, j'avais des crampes dans les jambes, un truc que j'avais jamais eu de ma vie, des fortes crampes, je comprenais pas, pourtant je faisais pas de fort exercice et les gens me disaient mais déstresse-toi, il faut te déstresser. Alors moi j'étais chez moi, je essayais de me détendre au maximum, je prenais un bon bain chaud, je me détendais, il n'y avait rien à faire, c'était pas du tout lié au stress, vous voyez. En plus j'étais même pas en grosse période de stress parce que à part le déménagement et cette anxiété, j'avais pas de grosse période de stress, je travaillais pas, j'avais un enfant mais plus calme que ça, c'est pas possible de trouver un enfant super calme. J'avais pas de raison d'être comme ça stressée, à part le stress de mes symptômes. Des fois ça me brûlait les muscles et surtout le truc à pas faire, mais que au début c'est normal, hein, on a donc cette grosse anxiété par rapport à nos symptômes, et alors ça me faisait de la faiblesse musculaire, et là j'ai vraiment eu peur de la maladie de Charcot, hein. J'avais de la faiblesse musculaire, j'avais plus de force. Je me souviens, je levais je levais mon bras pour me sécher les cheveux. J'ai l'impression que c'était lourd et ça me faisait mal.
je ne comprenais pas. Et c'était vraiment une période horrible. Et donc, il ne faut surtout pas stresser dans cette situation parce que quand on est déjà tous les muscles et les nerfs excités, si on stresse, c'est encore pire. Et ça, je l'ai vite compris. Donc, après, j'ai compris qu'il fallait vraiment rester calme. Mais je me souviens qu'un soir, j'étais allée aux urgences et j'avais expliqué mes symptômes au médecin. Et lui, il m'a rendu encore plus mal que j'étais. Il m'a raconté l'histoire d'un gars, justement, qui avait eu la maladie de Charcot et qu'il était décédé pas très loin après. Et moi, j'étais sûre que j'avais la maladie de Charcot et je suis rentrée chez moi. Et j'ai laissé mon mari et ma fille en bas. Je suis allée dans la chambre en haut et j'ai juste pleuré. Et mon mari est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute, je vais mourir. Enfin, j'étais sûre que j'allais mourir parce que j'avais vraiment tous les symptômes d'une maladie de Charcot. Donc je sais à quel point ça peut être vraiment, vraiment stressant. Surtout que je n'avais pas d'aide. J'avais des médecins il fallait du temps pour aller voir un neurologue, il fallait que j'attende. En même temps, mon médecin, elle a quand même un petit peu flippé de voir mes muscles bouger. Et j'avais pas d'aide à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que j'avais. Donc, je comprends les gens vraiment qui stressent par rapport à ces symptômes. Donc, justement, mon parcours médical. Alors, d'abord, j'ai vu mon médecin généraliste qui m'a envoyé voir un neurologue. La neurologue, au début, m'a dit qu'elle aussi, elle avait des paresthésies depuis son accouchement, que c'était lié à la perte de poids. J'y croyais pas, ça ne me suffisait pas à me tranquilliser. Je veux dire, dans ma vie, c'est vrai que j'avais perdu 19 kilos, mais je veux dire, j'ai plein de gens autour de moi qui ont perdu du kilos et ils n'ont jamais eu ce problème, donc j'y croyais pas trop. Ensuite, donc j'arrivais pas à me rassurer. Après, j'étais voir un autre neurologue qui m'a dit qu'il fallait faire du sport. Voilà, c'était quelque chose de bénin, il fallait aller faire du sport. Surtout pas. J'ai envie de dire que justement avec le syndrome de fasciculation bénigne, mieux vaut rester calme, malheureusement, parce que le sport peut augmenter les symptômes. Ils m'ont fait beaucoup de prises de sang, donc au niveau des carences, bon, ça avait des carences. Effectivement, j'étais carencée en fer. Ils m'ont fait une perfusion de fer. C'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour la fatigue. J'avais tout d'un coup une pêche, même avec mes symptômes, j'avais vraiment la pêche grâce à cette injection de fer. Le magnésium, ils me l'ont testé. Alors j'étais dans la moyenne inférieure, mais j'étais tout à fait dans les normes. Mais mon médecin m'a quand même dit qu'on ne peut pas vraiment savoir si on a une carence en magnésium et en d'autres vitamines d'ailleurs. Parce que ce qu'on mesure, c'est le magnésium dans le sang. Il peut être positif, mais on peut manquer de magnésium dans les os ou dans les muscles. Donc c'était difficile à savoir si j'avais vraiment une carence de magnésium. Et je pense pour le savoir, il faut écouter son corps et essayer de prendre du magnésium pour voir si effectivement on était en carence. Et je vous expliquerai après qu'effectivement j'étais en carence. Donc ils m'ont fait donc voir les carences. Ils m'ont dit que j'avais aucun signe d'infection, aucun signe d'inflammation. Ils ont testé la thyroïde, elle était très basse, mais tout à fait dans les normes. Donc il n'y avait pas de raison que ce soit la thyroïde. Enfin, toutes les prises de sang qu'ils m'ont fait, à part le fer, il n'y avait aucun problème. Ils m'ont fait des IRM, donc ça il faut faire absolument quand on a ce genre de symptômes pour voir si c'est pas d'autres problèmes. Ils m'ont fait l'IRM de la tête 2 fois, une fois en urgence, une fois chez le neurologue. Ils m'ont fait le haut du dos, donc de la nuque jusqu'au milieu du dos. Parce que ça peut être aussi un problème de la moelle épinière, quelque chose qui toucherait la moelle épinière. Mais ma moelle épinière était très 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 bien, donc il n'y avait rien à craindre. Ils m'ont fait aussi vite fait une image de toute la colonne vertébrale. J'avais aucun problème au niveau de la moelle épinière. J'étais voir tout le secteur de maladies auto-immunes au CHUV. Ils m'ont fait tous les tests inimaginables. Ça pourrait être une maladie auto-immune d'ailleurs aussi, mais les symptômes, il n'y avait rien.
Je tiens juste à dire aussi que j'avais été voir une autre immunologue pour un second avis et je lui avais parlé du syndrome d'Isaac parce que le syndrome d'Isaac peut faire aussi ce genre de symptômes que j'ai et elle savait même pas ce que c'était le syndrome d'Isaac. Donc, vous voyez, on n'est déjà pas bien. En plus, on va avoir des spécialistes qui savent même pas ce que c'est un certain type de maladie auto-immune. J'étais, pour moi, le plus dur dans ça, c'était mes symptômes, bien sûr, mais aussi le fait que j'avais l'impression d'avoir vraiment aucune aide de personne, ni de mon entourage qui croyait que j'étais un peu cinglée, et ni de la médecine, en fait. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment ce qui me fait parler aujourd'hui, c'est vraiment que j'aimerais aider d'autres personnes qui peut-être se retrouvent dans une situation dans laquelle je m'étais retrouvée. Après, j'étais voir un autre neurologue qui m'a fait un ENMG, donc un test, il vous envoie des petites secousses électriques dans le muscle pour voir si votre muscle réagit bien. Non, pour voir si vous avez une atteinte des nerfs, pardon. Donc mes nerfs, ils ont vu qu'ils fonctionnaient très bien, même peut-être trop bien. Et ça, un autre neurologue m'a dit que ça pouvait montrer justement si vos nerfs fonctionnent trop bien, une hyper-excitabilité des nerfs. Donc là, on a quand même vu que mes nerfs étaient très à vif comme ça. Et cette neurologue qui m'a passé cet examen, elle pensait qu'il n'y avait pas besoin de faire un test des muscles, justement. Elle ne voyait pas d'indication, même si j'avais des tressautements musculaires, des myokinies toutes les 5 minutes. Elle n'en voyait pas la nécessité. Alors moi, là-dedans, dans tout ce parcours, j'ai dû me battre et j'ai dû dire non, je veux qu'on me fasse tous les tests, j'ai besoin pour être rassurée. Et moi, je vous encourage, si vous n'êtes pas rassuré, à faire tous les tests qu'on peut faire pour se sentir plus rassuré. Parce que maintenant, je me sens mieux, je sais que j'ai aucune atteinte des muscles, aucune atteinte des nerfs. Et c'est vrai que je me sens mieux par rapport à mes symptômes. Ce qui m'a aidé à me relaxer et à me sentir mieux. Vous voyez, c'est important. Et cette neurologue qui ne voyait pas d'utilité à faire le test des muscles, elle m'a dit que certainement j'avais un trouble fonctionnel nerveux. Donc si j'ai bien compris, c'est un trouble entre la psychiatrie et qu'est-ce qu'ils ont dit et fonctionnel en fait. Mais moi je leur ai dit, moi je sais très bien que j'ai aucun problème psychiatrique et donc j'y croyais pas. J'en ai parlé à d'autres médecins, j'ai demandé leur avis, qu'est-ce qu'ils pensaient par rapport à ce trouble fonctionnel nerveux. Ils y croyaient pas non plus. J'ai eu de la chance d'avoir, parce que j'ai changé de médecin entre deux, j'ai eu de la chance d'avoir cette médecin qui a cru qui était dans le même sens que moi, qui savait que le cerveau allait bien et c'était pas ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce soutien en fait d'un autre médecin et n'hésitez pas à changer de médecin si vous vous sentez pas bien avec votre médecin. C'était mon cas. Alors on voulait m'envoyer dans un département à Berne, donc la capitale de la Suisse, pour les troubles fonctionnels nerveux, mais heureusement, je vous expliquerai après comment j'ai fait, mais je me sentais mieux et j'ai annulé du coup mon rendez-vous avec les psychiatres parce que je savais au fond de moi depuis le début que c'était forcément pas ça. Voilà, et puis alors ce qui a mis un gros doute dans le diagnostic, c'est que moi j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et j'ai vu aussi que la maladie de la Lyme, donc le tic qui vous pique, pouvait vous donner ce genre de symptômes. Alors normalement c'est pas des symptômes aussi diffus, hein. En principe c'est des symptômes, ça peut être un bras qui fascicule ou ce genre de choses. Mais c'était pas clair sur internet, alors j'ai demandé à ce qu'on me fasse l'examen de la prise de sang pour la Borrelia et ils ont vu que j'étais positive. Mais ça ressemblait à une vieille infection. Alors là, c'était le début du cauchemar. Parce que alors, personne ne savait si j'avais la maladie de la Lyme ou pas. Alors, il y avait un médecin qui voulait me donner des antibiotiques, l'autre, il ne voulait pas. Alors ça, c'est le danger d'avoir plusieurs médecins qui vous suivent parce que vous avez toujours des avis qui divergent. Du coup, ça a emmené ce diagnostic de syndrome fasciculation bénigne à plus tard. Il n'y avait aucun diagnostic pour moi. Alors, mon deuxième médecin, ce qui me soutenait un peu plus, a quand même appelé le grand hôpital ici
dans le CHUV à Lausanne pour voir ce qu'il fallait faire. Ils ont dit par précaution, on va lui donner 3 semaines d'antibiotiques, la doxycycline. C'est un peu comme ça qu'ils traitent la maladie de Lyme parce qu'on ne sait jamais vraiment si c'est ça ou pas. Donc ils ont dit on essaye, on verra bien si elle réagit ou pas. Alors là, c'était aussi un gros cauchemar parce que prendre le doxycycline quand on a une hyper-excitabilité des nerfs et des muscles, c'est juste l'horreur. Donc le soir, j'arrivais pas à m'endormir, j'avais tout d'un coup, je m'endormais, j'avais des monstres sursauts de tout le corps où j'avais qui me réveillaient donc, où j'avais tout d'un coup, hop, ça bougeait tout seul, j'avais mes montres qui bougeaient toutes seules, je m'endormais, ça s'endormait, ça me réveillait, ça bougeait tout seul, j'avais mes muscles qui bougeaient tout seuls. Et puis ça me faisait de la douleur musculaire à la marche, ça m'amplifiait tous les symptômes, j'avais beaucoup de fourmillements dans les jambes. C'était vraiment très 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 dur, mais j'ai quand même fait mes 3 semaines d'antibiothérapie et ça n'a quasiment pas fait grand chose, sauf que j'ai plus eu de vertige. Donc on a eu un petit doute, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? On savait pas trop. Alors du coup, en fait, dans l'année que j'ai passée à avoir mon diagnostic de syndrome de fasciculation bénigne, ça a justement pris bien 1 année pour l'avoir. Et cette maladie de la Lyme, ça a mis une sorte de gros doute. Et on a toujours un doute, mais maintenant, moi, parce que c'est moi finalement qui gère un peu tout, mais c'est moi qui gère toute ma maladie, mes symptômes. J'ai écarté la maladie de la Lyme, j'ai été voir beaucoup de spécialistes. Dans le Valais, j'ai été voir des spécialistes, j'ai appelé en Allemagne le centre à Augsbourg, qui est très connu pour la maladie de Lyme. J'ai fait beaucoup de démarches, j'ai demandé à plusieurs spécialistes de la maladie de Lyme. Maintenant, je suis sûre à 100% que c'est pas ça. Voilà. Et mes médecins aussi, maintenant, ils pensent que c'est pas ça. On a toujours un petit doute, mais voilà. Disons que quand je lis les symptômes des syndromes de fasciculation bénigne, je me sens plus proche de ça en fait que de la maladie de la Lyme, vous voyez. Mais ce qui est difficile dans le syndrome de fasciculation bénigne, c'est que c'est un syndrome, on ne sait pas d'où vient le problème non plus. Donc tout est vaste en fait dans tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Comment je m'en suis entre guillemets sortie? Parce que je m'en suis quand même sortie. Donc déjà, j'ai ce diagnostic où j'ai moi-même été claire là-dessus. Pour moi, j'ai un syndrome de fasciculation bénigne. Après, j'ai été voir un autre neurologue qui l'a confirmé. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines en arrière. C'est cette fameuse dame qui m'a dit, vous savez, tous les mois, j'ai 2 personnes qui viennent en consultation pour les mêmes symptômes que vous. Et moi-même, j'ai des fasciculations et des paresthésies après un effort du sport. Alors elle m'a dit, souvent les femmes ont des paresthésies et les hommes peuvent avoir beaucoup de fasciculation. C'est quelque chose qui arrive en fait. Ça m'a soulagée encore là, mine de rien. Déjà je me suis dit, j'ai vu 2 neurologues, j'en ai vu 3. Et 2 sur 3, ils ont aussi les symptômes que j'ai, donc c'est rassurant, vous voyez. Comment je me suis vraiment aidée? Parce que cette dame que j'ai vue, je l'ai vue il y a seulement 3 semaines. Avant ça, on peut dire quand même ça fait bien 4-5 mois que j'arrive à revivre normalement. J'ai repris le travail, j'avais arrêté le travail pendant bien 3 mois, je me sentais vraiment pas bien. Des fois j'avais les jambes qui s'enflammaient, les muscles qui s'enflammaient quand j'étais assise au travail. Donc ça allait vraiment pas, j'avais besoin d'être debout. J'avais arrêté le travail pendant 3 mois, je suis indépendante. Dans le domaine de l'esthétique, je fais du maquillage permanent, j'ai un cabinet à Lausanne. Donc mes clientes n'ont pas tellement compris, donc j'ai pas expliqué pourquoi j'ai arrêté, mais bon, j'ai fait un break. Donc comment j'ai fait pour m'en sortir? Le magnésium. J'ai pris du magnésium à haute dose et ça c'est moi qui ai fait des recherches sur internet, j'ai personne qui m'a dit prenez du magnésium. Moi, les médecins, ils se sont arrêtés à non, vous avez suffisamment de magnésium dans le sang. Il n'y a pas de raison de prendre du magnésium supplémentaire.
Et je regardais justement au niveau des calmants naturels, parce que moi je suis pas très, je suis pas pour prendre des médicaments. De toute façon, on m'a dit clairement, il n'y a pas il y a pas beaucoup de médicaments que vous pouvez prendre. Les fasciculations, il n'y a quasiment rien. J'ai vaguement vu sur internet des choses qui pouvaient éventuellement calmer, mais c'était même pas sûr. Donc fasciculation, il n'y a pas grand chose. Et paresthésie, c'est des médicaments qui agissent au niveau central, comme antidépresseurs, prégabalines. Et moi, j'ai pas supporté ça. J'ai quand même essayé la prégabaline, mais j'ai pas supporté. Donc, j'ai regardé au niveau des médicaments naturels et j'ai tombé effectivement sur le magnésium, qui est un relaxant des muscles, enfin, relaxant général du corps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pris du magnésium et déjà, j'avais plus d'anxiété. Enfin, ça m'a passé l'anxiété, j'étais détendue et j'avais plus du tout de paresthésie dans les bras, j'en ai plus du tout. Je suis vraiment bien. Je me souviens qu'au début, j'étais dans mon canapé, je me couchais sur le dos, j'avais carrément tout mon bras qui s'engourdissait, j'avais la nuque qui s'engourdissait, j'avais l'autre bras qui s'engourdissait, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Et ben, avec le magnésium, j'ai plus du tout de paresthésie dans les bras. De temps en temps, je sens des tout petits pics dans mes doigts, mais vraiment très légers. Donc, le magnésium m'a vraiment détendu, enlevé les paresthésies des bras, puis un peu plus tard, m'a enlevé les fourmillements des pieds aussi. Maintenant, ce qui me reste en fait, c'est de temps en temps, j'ai un peu d'électricité dans mes pieds. Attendez, ça, je vous en parle après. Donc, j'ai pris beaucoup de magnésium. Ensuite, j'ai diminué le sport. Bon, j'en fais pas beaucoup, mais disons que maintenant je me consacre plutôt à la marche. Je me force à faire une marche quand même tous les jours parce que j'ai vu aussi que si on bougeait pas, on pouvait avoir plus facilement des douleurs musculaires. Donc en fait, il faudrait faire du sport, mais pas trop non plus. J'ai mieux dormi, donc maintenant je vais plutôt au lit, je fais des bonnes nuits de sommeil, ça m'a aussi beaucoup aidé. Réduire l'anxiété au maximum. Donc pour réduire l'anxiété, il faut aller faire les tests médicaux, voir que c'est quelque chose de bénin que vous avez. Et effectivement, le magnésium m'a aidé à réduire l'anxiété, à l'enlever même. J'ai plus du tout d'anxiété en fait. Ça me fait du bien de me retrouver parce que moi, je n'étais pas quelqu'un comme ça qui... Je dois juste encore par rapport à ça dire qu'au début de mes symptômes, je ne comprenais pas, j'avais tellement d'anxiété que j'avais de la spasmophilie, donc j'avais tous mes muscles qui se contractaient et ça me faisait des gros fourmillements aussi. Et je me souviens, ma mère, qui est massothérapeute, elle me massait tout le temps les trapèzes, ils étaient durs comme du bois et ils me massaient aussi les épaules, ça me faisait beaucoup de bien, ça m'enlevait les fourmillements. Mais ça revenait au bout de même pas 8 heures, j'avais de nouveau mes muscles qui se contractaient. Et c'est vrai que là, j'ai compris que j'avais... Donc, de toute façon, j'avais un manque de magnésium. Parce que c'est le magnésium qui m'a enlevé ça. Et on dit que la spasmophilie, d'ailleurs, c'est un manque de magnésium. Donc, voilà, donc réduire l'anxiété. J'ai complètement stoppé la caféine, hein, parce qu'on sait que la caféine, c'est un excitant. Je voyais bien, parce qu'à force de prendre le magnésium, ça me calmait beaucoup, mais j'avais encore des fourmillements et j'arrivais pas toujours à poser les pieds par terre. J'avais tout le temps les besoins de les bouger. Et en stoppant la caféine, ça m'a permis de pouvoir poser mes pieds sans les bouger. En fait, j'arrivais à vraiment plus avoir de fourmillements dans les pieds. Donc, quand on dit stopper la caféine, c'est le café, j'aimerais qu'il rentre. Le café, le thé et le coca. J'ai stoppé complètement l'alcool. De temps en temps, j'en bois juste un verre quand je suis avec des amis pour accompagner. Mais vraiment, l'alcool, au début, ça vous relâche les muscles. Mais après, ça vous excite quand même. C'est un excitant hein, de l'alcool quand même. J'ai vu aussi sur internet pour les gens qui fument qui conseillent de stopper le tabac. Donc d'arrêter la cigarette. Moi j'ai fumé pendant des années, j'ai arrêté il y a 6 ans en arrière. Ça ne me concerne plus, mais si je fumais, j'aurais essayé d'arrêter, en tout cas pour voir si ça pouvait
me diminuer mes symptômes. Et moi, j'ai stoppé le gluten. Voilà, j'ai l'impression qu'en stoppant le gluten, je vais mieux. Je ne sais pas si c'est une coïncidence avec mes autres symptômes, mais je ne sais pas pourquoi. Mais là, par exemple, maintenant que je vous parle, depuis 3 jours, j'ai de nouveau des sensations bizarres dans mes pieds que je n'avais plus pendant bien 1 ou 2 mois. Et c'est parce que et puis ça coïncide avec le moment où j'ai remangé du gluten. Ces derniers temps, j'ai remangé des biscuits avec du blé. Donc je soupçonne que, parce que je sais que le gluten peut causer des neuropathies. Alors ils m'ont testé à voir si j'avais des allergies au gluten ou une intolérance, donc j'ai rien de tout ça. Mais je soupçonne qu'en cas de hyper-excitabilité des nerfs, je pense que c'est quand même mieux d'arrêter le gluten. Mais ça, je pourrais en parler d'ici quelques années. Pour l'instant, moi, je crois que c'est bien d'arrêter le gluten. Quand je sens que mes muscles sont trop excités, ce qui me fait beaucoup de bien aussi, c'est prendre un bain chaud. Alors souvent le matin, je débute ma journée avec un bain chaud. Ça me détend les muscles en fait, ça peut me calmer beaucoup de symptômes. Et par contre, si j'ai tout d'un coup des douleurs musculaires, ça peut arriver en fin de journée, tout d'un coup j'ai hyper mal à une jambe. Alors vous pouvez prendre le moyen de facilité, un Irfen. Hein, je prends juste 200 mg d'Irfen, ça suffit. Hein, je coupe la pastille en 2. Mais ce que je vous conseille plutôt au naturel, et ce qui fonctionne très bien, c'est d'aller dans votre baignoire, dans votre douche et de vous gicler la jambe à l'eau froide. D'abord, vous commencez à l'eau tiède. Après, de plus en plus, vous mettez froid, jusqu'à ce que ce soit glacial, un bon coup d'eau froide. Souvent, ça me suffit, j'arrête, après je suis bien. Ou après, je remets un peu d'eau tiède et après, j'arrête. En principe, ça me passe tout de suite la douleur. Et ce qui fonctionne bien aussi quand vous avez des douleurs, c'est d'aller marcher un bon moment, une demi-heure. Ça peut aussi vous passer bien les douleurs. Vous pouvez prendre aussi du dafalgan. J'ai jamais essayé le dafalgan. J'ai toujours peur que ce soit pas suffisant, mais je sais que les médecins ils le préconisent. Moi, je prends 200 mg d'Irfan, ça me va aussi bien. Et puis effectivement, faire une marche tous les jours. La marche, ça détend les muscles. Donc ça, je vous conseille. Moi, je la fais tous les jours, en tout cas une demi-heure. Aussi pour l'esprit, ça fait du bien. Et ce que j'ai remarqué quand j'avais ces crises un peu de spasmophilie, toutes les contractions de muscles, je le dis, moi, ça ne me concerne que moi, hein, je ne suis pas médecin pour le conseiller aux autres. De toute façon, il faut une ordonnance médicale, mais ce qui fonctionnait bien pour moi, c'est tout d'un coup prendre un demi-cachet de Temesta. C'était le seul moyen pour que mes muscles se décontractent, parce que j'avais vraiment une sorte de tétanie. J'avais tous les muscles qui s'engourdissaient, qui se contractaient, c'était vraiment violent. Et d'ailleurs, à l'hôpital, un jour, j'étais arrivée dans cet état-là et ils m'ont dit, écoutez, on vous donne un Temesta. J'ai dit, non, mais j'en prends une demi. Et c'est là que j'ai découvert que c'était quelque chose qui pouvait enlever la crise. Mais encore une fois, les crises comme ça de spasmophilie, ou voilà, appelez ça comme vous voulez, de contraction musculaire, ça, si vous reprenez ou le calcium ou le magnésium, à voir ce qui va le mieux, ce que vous avez besoin, ça passe. En tout cas, moi, c'est vraiment passé. Hein. Et je vous ai dit, le magnésium, ça va vraiment enlever l'anxiété. Et voilà. Et aussi, depuis, j'ai regardé au niveau de mon alimentation, qu'est-ce que je pouvais faire au niveau de ça, hein, parce que l'alimentation joue beaucoup. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup de plats confinés où il n'y a plus tellement de nutriments dedans, il n'y a pas grand-chose de bien. Des fois, les aliments sont trop cuits, ou il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je cuisine moi tous les jours, et j'achète beaucoup d'alimentation de base, comme des bananes, il y a plein de magnésium dedans. Je mange des pommes, je cuisine, je fais des épinards en branches, avec un peu d'huile d'olive, du sel, de la viande, bien sûr, de manière équilibrée, hein, des protéines, des féculents. J'ai remarqué aussi que quand je mangeais suffisamment, ça me diminuait mes paresthésies. Au début, je me souviens que, parce que je faisais un régime alimentaire à cette période au début,
Et je voyais que le sucre, ça pouvait me diminuer mes paresthésies. Et c'est vrai que j'avais complètement aboli la, comment on appelait, les féculents, les sucres lents, donc comme les pâtes, le riz. Et j'ai remarqué que ça, le fait de ne pas avoir faim, ça m'aidait à être mieux. Tandis que si j'ai faim des fois, ça m'augmente mes symptômes. Donc je vous conseille de manger bien vos féculents, donc vraiment quelque chose d'équilibré. Voilà, moi je mange très équilibré et beaucoup de fibres et de légumes, donc des légumes verts, beaucoup de légumes verts qui sont très riches en magnésium. J'ai aussi acheté quelque chose que je ne mange jamais, des noix qui sont aussi très riches en magnésium, des pistaches, noix de cajou, noix du Brésil, excellent. Donc ça, l'après-midi, je me prends toujours ma petite portion de graines. Et toujours à midi, donc mes légumes verts. Donc voilà, je vous conseille aussi de manger équilibré en fait. Le corps a besoin de beaucoup de choses. Et pour les carences, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous avez, si vous suivez la médecine, hein, vous avez quand même des possibilités de médicaments, mais il n'y en a pas beaucoup. Au niveau des fasciculations, pour vous dire, il n'y a pas grand-chose. Je crois que j'ai vaguement compris sur Internet, mais des sites assez fiables, qu'il y avait 2-3 choses que vous pouvez essayer, mais c'est des médicaments qui sont forts, et puis c'est même pas sûr que ça vous passe les fasciculations. Bon, de toute façon, je vous dirais que dans le syndrome de fasciculation bénigne, ce qui est handicapant surtout, c'est les crampes, les douleurs à la marche ou au repos et les paresthésies. Moi, je trouve que les fasciculations, enfin, c'est presque rigolo, quoi. C'est embêtant, mais c'est vraiment quelque chose de vivable. Mais bon, après, chacun est différent. Peut-être que vous vivez très mal. Mais au niveau des paresthésies, ce que vous pouvez faire au niveau de la médecine, donc les médicaments possibles, c'est essayer la prégabaline. La prégabaline, je l'ai essayé, mais moi, je ne l'ai pas supporté. Ça me fait vraiment des maux de tête. Ou il y a des antidépresseurs que j'ai encore jamais essayé et que vraiment, j'ai pas du tout envie d'essayer. Je préfère me résoudre au magnésium et à tout ce que je vous ai donné comme recommandation qui, pour moi, marche relativement très bien. Très bien. Bon, après, j'ai quand même des fois où c'est pénible. Là, ça fait 3 jours que j'ai de nouveau des lancers électriques dans un de mes pieds. C'est pénible. Vraiment, c'est pénible. C'est vrai qu'à ces moments-là, je me dis, mais je vais quand même essayer de prendre un antidépresseur. Mais je résiste parce que je sais que ça part. Enfin, je touche du bois parce que jusqu'à présent, c'est toujours parti, ça revient un peu, ça repart. Mais ça va quand même beaucoup mieux qu'au début, donc je garde l'espoir. Au niveau des magnésiums, alors moi j'essaie de prendre du magnésium assez naturel. En tout cas en Suisse, vous avez le magnésium Biomed, que vous l'avez en vente libre. Vous avez là on m'a donné un autre, mais je ne me souviens plus des noms. Enfin, vous avez toutes sortes de magnésium à voir avec votre médecin ce qui fonctionne le mieux. Ce que je recommande au niveau du magnésium, c'est de le prendre en même temps que la vitamine B. Dans toutes les recherches que j'ai faites, c'est ce qu'on nous dit. Je sais qu'il y a des magnésiums que vous pouvez acheter avec de la vitamine B intégrée. Alors, j'ai vu un autre gars sur Internet qui s'est guéri apparemment de la spasmophilie grâce à ce magnésium qui inclut la vitamine B. J'ai envie de l'essayer, ce magnésium. Il s'achète en France. Le magnésium Boiron 300+. Voilà, c'est un autre gars qui a publié ça sur YouTube qui m'a donné envie de aussi vous parler maintenant en direct. Moi, je recommande pas sinon de prendre la vitamine B en plus parce que j'en ai parlé avec mon neurologue et elle m'a dit que ça pouvait donner des neuropathies. Donc, trop de vitamine B, c'est quand même dangereux pour le corps aussi. Et la vitamine B, du moment que vous mangez tout ce qui est viande animale, en principe, vous n'en avez pas besoin. Vous en avez suffisamment, je veux dire. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je me lève le matin et je mange un peu je mange toujours du pain avec un peu de jambon. Et après, je prends ma pastille de magnésium, ou des fois c'est des sachets, j'alterne un peu.
Et après, je remange encore un peu de vitamine B, donc de l'alimentation animale. Et je pense que c'est suffisant. C'est du coup mélangé avec la vitamine B naturelle et ça va très bien comme ça. Et donc au niveau de la posologie du magnésium, moi je vous conseille au début, quand vous avez vraiment des forts symptômes, d'en prendre 2 sachets par jour de 300 mg. On m'a même donné un magnésium à 400 mg à prendre 2 fois par jour. Je n'ai pas encore testé. J'ai l'impression qu'une fois par jour ça me suffit. Donc 2 fois par jour au début, et puis quand vous voyez que vous n'avez plus de fourmillements, baissez à 1 fois par jour. Alors il y a des gens sur internet qui vous disent qu'au bout d'un moment le magnésium ne fait plus d'effet. Moi j'y crois pas trop parce que déjà par propre expérience je vois qu'il continue à faire de l'effet toujours au bout de environ 8 mois plus tard. Et aussi parce que c'est un peu comme c'est un oligo-élément. C'est un peu comme les vitamines, hein. On a besoin de quasiment tous les jours de vitamines. Notre corps, il puise ce qu'il a besoin en vitamines dans ce que vous mangez et il rejette le reste. C'est un peu la même chose que le magnésium. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas un grand risque en prenant 2 pastilles ou 3 pastilles de magnésium. Parce que de toute façon, votre corps, il prend ce qu'il a besoin en fait. J'ai toujours la crainte, bien sûr, qu'un jour mon magnésium ne fasse plus d'effet parce que j'ai pas du tout envie de revenir aux symptômes que j'avais avant. Pour l'instant, c'est mon seul médicament miracle. De toute façon, j'ai essayé d'autres, ça fonctionne pas chez moi, je les supporte pas. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment le magnésium et les d'autres recommandations que je vous ai faites. Pour ceux qui aimeraient tester le régime sans gluten, c'est franchement pas si difficile que ça. Vous avez plein de desserts, il n'y a pas de gluten dedans. Moi, maintenant, je privilégie beaucoup le riz. J'ai acheté une machine à riz qui est vraiment très facile à faire. Beaucoup de maïs, hein, de la polenta, qui est assez facile à faire aussi. Je fais des arepas, c'est une spécialité colombienne. Le matin, souvent, avec mon mari qui est colombien et ma fille aussi. Je fais des arepas, c'est des galettes de maïs à l'eau. C'est très très bon. Il y a plein dans le commerce des pâtes sans gluten. Je crois qu'il y a même des pizzas sans gluten. J'en ai mangé une l'autre jour au restaurant qui est relativement bonne. Moi j'ai des patates viande, c'est assez facile. Alors aujourd'hui, je me sens effectivement beaucoup mieux. Donc comme je vous expliquais, j'ai plus de paresthésie. J'ai encore quelques fasciculations, mais elles sont pas dérangeantes parce que c'est vraiment beaucoup moins souvent qu'avant. C'est juste des petits tressautements musculaires. Du coup, ça fait boum, 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 boum. J'en ai au bras, j'en ai aux fesses, j'en ai aux pieds, aux mollets, des fois à la joue, j'en ai un peu partout, mais c'est assez c'est beaucoup moins fréquent qu'au début. Et des fois, j'en ai plus pendant 3-4 jours et ça revient. Et ce qui me dérange le plus toujours, c'est des fois des sensations bizarres dans les pieds, ça c'est vraiment pénible. Je sais que des fois j'ai même parfois un muscle de la cuisse par exemple qui reste bloqué. Il va en avant en arrière. Ça peut durer 1 heure. Puis après j'ai plus, mais ça c'est assez rare par contre. Mais je sens je sens que j'ai vraiment mes nerfs à fleur de peau, même si j'ai plus de paresthésie dans les mains. Si vraiment je me concentre, je pourrais dire que je sens quand même que j'ai des nerfs en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais peut-être que maintenant aussi, parce que j'étais tellement traumatisée par ce que j'ai vécu au début, que je me focalise là-dessus. Peut-être qu'on a tous ça, mais qu'on n'y pense pas en fait. En principe, j'y pense pas non plus, mais là, c'est juste pour vous expliquer. Donc moi, c'est vraiment plus que maintenant parfois des sensations bizarres dans les pieds qui me dérangent en fait. Sinon, c'est tout à fait vivable. Et puis même pendant bien 3-4 mois là j'y pensais même plus et puis vraiment je continue ma vie, mais je sais à quel point ça peut vous gâcher la vie d'avoir ce syndrome et donc je vous conseille vraiment d'essayer le magnésium. Je voulais juste vous dire encore un truc par rapport au magnésium, ça fait pas effet tout de suite. J'ai demandé l'autre jour à mon médecin, je pense que ça on peut lui faire confiance parce qu'elle est nutritionniste. J'ai demandé combien de temps il faut quand on a une carence
pour qu'elle disparaisse. Combien de temps de traitement? Elle m'a dit 3 mois. Donc, effectivement, moi, mon magnésium n'a pas fait effet tout de suite. Et des fois, quand je parcours des témoignages d'autres personnes qui ont les symptômes que j'ai et que j'ai eu surtout, ils se disent ah moi j'ai essayé le magnésium mais ça fonctionne pas, et parce qu'ils ont fait ça une semaine, ça suffit pas, le temps le corps a besoin de plus de temps pour se remettre à jour, donc il faut lui donner ce qui lui a manqué pendant longtemps, donc donnez-lui, et surtout regardez votre médecin s'il vous manque du calcium, du magnésium, vitamine D, vitamine B. La vitamine B d'ailleurs, faites aussi un contrôle parce que ça peut donner ce genre de symptômes, d'en avoir trop dans le sang. Ça peut donner aussi ce genre de symptômes. À force, je suis devenue spécialiste parce que j'ai pris en tout cas bien une année, presque tous les jours, j'allais voir qu'est-ce que ça pourrait être, et j'ai vraiment bien compris le fonctionnement. Et j'ai aussi bien compris qu'on ne savait pas vraiment d'où venait ce problème de syndrome de fasciculation bénigne. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de recherches parce que j'ai l'impression que les médecins, ils s'arrêtent sur le fait que c'est bénin et voilà. Et je regrette parce que ça peut vraiment gâcher la vie. J'espère qu'il y aura d'autres choses qui seront faites. Je sais qu'en neurologie, il y a pas beaucoup de choses qu'on explique. Ça, j'en ai parlé avec plusieurs neurologues. Même la sclérose en plaques, les gens ils savent pas d'où ça vient. Enfin, ils savent que c'est des choses, on peut le voir dans le cerveau, mais on ne sait pas de quoi ça vient. Enfin, c'est la neurologie. De toute façon, la médecine en général, il y a tous les médecins que j'ai vus, ils m'ont dit mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Et c'est vrai. Et malheureusement, ceux qui ont ça actuellement, comme moi j'ai ce syndrome, eh ben, on doit vivre avec ça. Mais c'est vivable. Il faut juste réadapter sa vie. Voilà. Et puis, donc, je voulais encore finir avec le fait que quand on a ce syndrome de fasciculation bénigne, on sort ce diagnostic, mais au fond, on ne sait jamais vraiment si c'est ce que c'est et si c'est vraiment ça. Vous voyez, on a toujours un doute de se dire, mais est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que un jour j'aurai quelque chose, ça va se tourner en maladie de Charcot? On se dit, mais mes muscles, à force de vibrer, ils vont être fatigués, ça va dégénérer. On a toujours des doutes, ça, je pense, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y a des gens qui ont moins de symptômes que moi j'ai eu et que j'ai encore. Et donc, ils arrivent à vraiment oublier et à plus y penser. Moi, j'y pense encore. Voilà. Donc, j'ai toujours peur qu'un jour mes symptômes du début vont revenir. Et putain, mais tous les jours, je me lève, je me dis, mais bon, des fois un peu moins, mais tous les jours, je me lève et je me dis, mais quand c'est que cette merde va s'arrêter? Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Ben, j'ai jamais eu de témoignages de gens chez qui ça s'est arrêté. Et c'est vrai que ce que je demanderais aujourd'hui dans cette vidéo, s'il y a des gens qui m'écoutent, est-ce que peut-être que les gens chez qui ce syndrome est parti, et peut-être que vous pouvez nous mettre sous cette vidéo votre expérience, si chez vous c'est parti, ce que vous avez fait pour que ça parte complètement. Moi je vais vous expliquer pour que ça diminue beaucoup, mais est-ce qu'il y a des gens parmi vous chez qui le syndrome est parti? Parce que moi, dans mes neurologues que j'ai vus, celle qui avait l'air le plus documentée à ce sujet, elle m'a clairement dit qu'elle était trop jeune encore, elle n'a pas suivi suffisamment longtemps ses patients pour savoir si le syndrome un jour partait. Et sur internet, on peut voir qu'il y a des cas chez qui le syndrome s'est résorbé, mais c'est très 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 peu. Mais je ne sais pas si d'ici quelques années ça partira complètement. Et donc voilà, si vous avez des pistes, si vous connaissez d'autres personnes qui ont ça, ou si vous-même vous avez guéri de ça, eh ben, s'il vous plaît, écrivez-nous ça sous la vidéo. Et voilà, donc après, mon neurologue ne m'a pas exclu le fait que ça pouvait être un problème de fixation de magnésium dans mes muscles. Donc là, concrètement, ça fait, ouais, je dirais 8 mois que je prends mon magnésium tous les jours, mais seulement un par jour.
je me dis des fois, est-ce que je dois en prendre plus pour voir si vraiment tout se résorbe, si c'est vraiment une question de magnésium. Et des fois, à l'inverse, je me suis aussi demandé, parce que comme j'étais enceinte, et quand on est enceinte, moi, on m'a prescrit 2 fois du magnésiocarde. C'est un magnésium assez puissant. 2 fois par jour du magnésiocarde. Je me suis dit, pendant ma grossesse, je me suis dit, mais est-ce que mon corps s'est habitué à ce magnésium et tout d'un coup de l'avoir arrêté après ma grossesse, ça m'a déclenché une carence? Ou peut-être est-ce que j'avais lu une fois sur internet aussi, il faut toujours se méfier de ce qu'il y a sur internet, mais il y a quand même beaucoup de choses de justes et qui m'ont beaucoup appris, beaucoup plus que les médecins d'ailleurs, je tiens à le dire. Alors, ils sont les premiers à dire n'allez pas sur internet et nanana. En même temps, si j'étais pas allée sur internet, j'aurais pas pu me sentir mieux aujourd'hui. Donc je tiens à dire qu'il y a quand même beaucoup de choses bien sur internet. Et j'avais lu une fois que justement certains magnésiums pouvaient exciter les nerfs. Alors je me suis dit, mais est-ce que mon magnésiocarde m'aurait excité les nerfs? Et c'est pour ça que maintenant j'ai cette hyper excitabilité des neuromusculaires. Je ne sais pas. J'ai toujours des questions que malheureusement je ne sais pas. Et je suis quelqu'un qui aime bien, je pense que vous l'aurez deviné, mais qui aime bien savoir les choses. Et surtout quand j'ai un problème, j'aime le fixer et qu'on avance dans la vie. Et parmi vous, je voulais vous demander si, parce que ça j'ai trouvé la réponse encore nulle part, est-ce que vous, avant que vos symptômes arrivent, est-ce que vous-même vous preniez déjà du magnésium? C'est la question que je pose. Peut-être que vous pourrez nous dire. En tout cas, ça aiderait beaucoup, voilà, qu'il y ait d'autres témoignages. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, en fait. Si on parcourt sur Internet, les témoignages en français, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, je ne suis pas tombée dessus. Il y a toujours un peu les mêmes, mais qui datent de 2011, enfin, longtemps en arrière. Et en anglais, donc en Amérique, je trouve qu'on trouve beaucoup plus de choses à propos de syndrome. Un peu plus de témoignages. Je les ai aussi vus, mais j'ai jamais vu. Personne ne m'a dit si déjà à l'époque ils prenaient du magnésium. Donc moi j'ai un problème encore. Je me questionne toujours à propos de ce magnésium. Est-ce que j'en ai trop pris? Est-ce que au contraire j'en manque vraiment et je les fixe pas? Je ne sais pas. Et malheureusement personne ne peut me répondre pour l'instant. Donc je vis avec ce syndrome et j'ai toujours des questions. Des fois, je me réjouis à l'idée que j'ai plus de symptômes. Hein, c'est arrivé pendant quelques jours, j'avais plus rien du tout. Tout d'un coup, j'ai juste un tout petit peu le nerf qui vibre dans mon pied, mais plus rien. Mais tout d'un coup, ça revient. Et alors là, j'ai une sorte de déception. Ça me déçoit et ça me déprime. Voilà, mais je me dis que ça peut être plus grave. Il y a des gens qui sont dans des chaises roulantes et voilà, nous on a la chance de ne pas l'être. J'ai ma fille qui se réveille, je dois y aller. Hein. Donc n'hésitez pas à me donner vraiment vos témoignages et ça serait vraiment bien. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vais aller m'occuper de ma fille maintenant qu'il se réveille. Au revoir.